Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission Top Sécu sur ANews Sécurité. Alors, pour nos fidèles abonnés, comme à l'habitude, j'ai le plaisir de présenter deux fondateurs, de cofondateurs, de chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Weiss. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Laurent, vous êtes fondateur d'Ara Protection. Ara Protection, qui est à la fois sur la formation, mais qui propose également un produit très très innovant. Et le fil conducteur, comme je le disais, ce sont les 14 minutes de latence qu'il y a lorsqu'il y a un événement, une menace qui arrive, et on va en parler juste après. J'ai le plaisir également d'accueillir Jean-Baptiste Dewa. Bonjour madame. Et donc Jean-Baptiste, vous êtes cofondateur de Catane. C'est ça. Alors une jeune entreprise qui date d'il y a 4 ans. C'est un cabinet spécialisé, alors à la fois dans les campagnes citoyennes, l'accompagnement de dirigeants et ce qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui, les opérations de communication de crise. C'est ça. Voilà, alors Laurent Weiss, je me tourne vers vous. Alors l'entreprise est toute récente également, mais si elle est récente, vous avez un très long parcours au service de la sécurité, et vous le dites aussi de la performance humaine. Ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans le secteur, alors davantage on va dire dans le secteur public au départ, 30 ans, ancien officier parachutiste, puis au sein de la gendarmerie nationale avec des postes à haute responsabilité, stratégique et à la fois opérationnel. Quand vous avez décidé de créer Ara Protection, c'est parce que vous aviez noté une faille au travers de votre parcours, justement, de vos fonctions. Et cette faille, ce sont ces fameuses 14 minutes dont je parlais. 14 minutes, quand on parle des 14 minutes, c'est quoi? C'est le moment entre un incident qui arrive, plus ou moins grave, et l'arrivée des forces de l'ordre ou des secours. Expliquez-nous. Alors effectivement, j'ai quitté le service actif il y a 4 ans. Et depuis, j'interviens dans les entreprises, administrations, organisations de tout ordre, conseils, formations, dans le domaine de la sécurité et de la gestion de conflits. Très rapidement, je me suis rendu compte d'un vide opérationnel, d'un point zéro, où les collaborateurs, les professionnels en contact avec le public avaient une réelle problématique liée à que faire entre le déclenchement d'une alerte et l'arrivée des forces de l'ordre. C'est ça. Dans le cadre d'une agression soudaine, de type agression verbale de haute intensité ou agression physique. Et donc moi, le premier, j'étais, comme tout le monde, expert sûreté, en mesure de pouvoir analyser la situation, le site, et leur proposer des moyens de fortune, des boucliers de fortune, qui étaient à disposition immédiate de leur emplacement et de leur poste de travail. Mais la particularité des moyens de fortune et des boucliers de fortune, c'est que c'est jamais adapté, c'est ça. Disproportionné, trop lourd, trop petit, pas disponible, etc. Et donc on se retrouve effectivement dans un laps de temps, qui est de 14 minutes aujourd'hui, c'est le temps réel entre le déclenchement de l'alerte et l'arrivée des forces étatiques, de manière générale, et bien sur une incapacité de pouvoir agir. Et comme on sait qu'à partir du moment où on est démuni, on n'a pas de solution, eh bien, on a des facteurs de stress qui se mettent en place. Alors, on a la possibilité de se cacher, de fuir, mais bon, agir, c'était pas possible. Exactement. Exactement. Les consignes, même en termes du gouvernement, qui sont celles-ci, dans le cadre d'une agression de masse, même une agression physique ciblée, fuir, à défaut se cacher, à défaut faire face. C'est ça. Enfin, faire face. Faire face. On le dit. Oui. Et on le dit avec quoi? Des moyens de fortune. C'est ça. La problématique est là. Et très rapidement, j'ai identifié ça, ce que je n'avais pas identifié pendant les 25 ans de carrière en gendarmerie, parce que... Vous arriviez au bout de ces 14 minutes en moyenne, parfois. Oui, et on avait tous les moyens pour pouvoir faire face, en proportionnalité, en termes de réaction. Donc, moi, voilà, j'étais embêté avec ça, et donc, très rapidement, il y a une situation d'ailleurs qui a cristallisé le départ de l'innovation. C'est l'octobre 2023. Un fait quand même, on se remémore tous, l'élément déclencheur, l'agression au couteau au lycée d'Arras. Bien sûr. Et c'est ça qui a fait, on va dire, le tilt dans votre tête en disant, ça y est, il faut que j'y aille. Exactement. On a des images qui sont publiquement répandues sur les médias. On a 48 heures d'information permanente sur le site, enfin sur l'action, sur
sur le drame. Et on voit très clairement 4 individus qui sont dans l'impuissance d'isoler, de ralentir, de repousser, de contenir l'agression physique, avec un homme armé d'un couteau, d'une arme blanche. Et donc, tout s'est aligné ce jour-là. Je suis incapable de vous dire pourquoi et quand, comment, mais tout s'est aligné. Le soir même, tout était en place dans mon esprit. Il était impossible de laisser nos concitoyens, nos professionnels en contact avec le public, quels qu'ils soient, clients, patients, élèves, visiteurs, spectateurs, dans une incapacité d'action. Et être démunis par rapport à ce type de situation, qui est nombreuse, l'agression physique aujourd'hui, c'est un sujet. Et donc, il faut proposer, effectivement, dans cette zone grise, on a de la prévention et de la détection, on a de l'intervention, en amont, en aval, dans cette zone grise, et 14 minutes, une solution d'immédiateté. C'est le cœur de l'innovation. Alors, Laurent, on a parlé donc de cet élément déclencheur, comme vous le dites très bien, octobre 2023. Il a fallu structurer, mettre en place des solutions, des offres qui ont été structurées avec une vraie réponse en 2025, donc il y a un an, tout juste un an. Quelles sont-elles ? Il y a 2 grandes parties finalement, si j'ai bien compris. Vous avez la partie formation tout public, formation aux professionnels, et puis également un objet très innovant que vous appelez d'un nom d'un perroquet d'ailleurs, un très très beau perroquet au somptueux plumage. Vous nous expliquerez d'ailleurs pourquoi. et expliquez-nous ceci. Effectivement, l'innovation, elle repose sur un produit. Dans le cahier des charges, on avait plusieurs éléments. Que ce ne soit pas une arme, que ce soit juridiquement acceptable, que ce soit disponible immédiatement, que ce soit exploitable facilement sous stress. Et donc, naturellement, avec ce dénominateur commun qui est l'envergure nécessaire pour faire face à l'agression physique. Le point clé de la gestion d'une agression physique, c'est la distance. Et donc, il fallait trouver un moyen, et en tout cas un accessoire, qui permette d'assurer l'intégralité de ces contraintes. Le porte-manteau est arrivé tout naturellement sur la table. Et donc l'histoire du porte-manteau, c'est quelque chose que vous pouvez placer stratégiquement immédiatement, à proximité immédiate donc de votre position de travail. Ce fameux perroquet dont on parle. Effectivement, et le porte-manteau, quand on a commencé à travailler, quand j'ai commencé à dessiner la typologie des formes et des branches, etc., qui répondaient à mon cahier des charges en termes de comment faire face à la problématique de l'agression, je me suis vite rendu compte que ça ressemblait étrangement au porte-manteau perroquet. Perroquet qui était iconique dans les années 70. Et donc, comme le point clé, c'est l'envergure, le perroquet avec la plus grande envergure, c'est le haras. Voilà. Donc le nom de l'innovation, le nom du porte-manteau à fonction sûreté. D'où le nom de la société, Haras Protection. Le porte-manteau hybride, voilà, Haras Protection, tout à fait. Et la formation ? Et donc le deuxième pilier, évidemment, on est sur une nouvelle catégorie d'objets. On est sur quelque chose qui doit s'insérer dans l'espace professionnel. Donc on a besoin de pédagogie, on a besoin d'accompagner le client. Et bien évidemment, dans le cadre de l'étude de marché qui a eu lieu fin 2024, début 2025, 6 mois durant, on s'est rendu compte qu'il fallait former les gens. Il fallait les accompagner. Aujourd'hui, on a un département formation qui est structuré avec des formateurs agréés, avec un parcours spécifique qui permet de répondre à la spontanéité et sur le contexte. Et donc, 2 heures de formation pour monsieur et madame tout le monde, tout public. La mission, c'est comprendre, cas d'usage et s'extraire du danger. Deuxième formation, filière sûreté, 6-7 heures. Là, on est sur un autre public, à des priorités différentes. Et donc, là, on y associe tout un aspect tactique dans la formation qui permet de pouvoir faire face, en garantissant bien évidemment la sécurité individuelle et collective des agents. Mais on a quelque chose qui est structuré et ça répond à un besoin d'accompagnement, puisque la nouvelle catégorie d'objets, qui est un accessoire hybride, voilà, nécessite d'être pédagogiquement accompagné. Tout à fait. On va revenir plus précisément sur aujourd'hui où vous en êtes avec les partenaires, les clients, les cibles, où vous en êtes aujourd'hui. Avant ceci, j'aurais aimé vous écouter un petit peu, Jean-Baptiste, parce que alors, bon,
La crise, vous connaissez un petit peu, surtout en communication, comme on le disait. Je me permets de juste rappeler un petit peu votre parcours, quand même. Avant, vous êtes donc diplômé de sciences politiques, un parcours sciences politiques en France et au Liban. Vous avez été très vite impliqué dans la vie politique, sur différentes missions, et vous avez dirigé notamment la communication digitale de nombreuses campagnes électorales, qu'elles soient locales, mais également nationales. Vous avez été conseiller de l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, alors à la fois avant, oui, en collectivité, mais également au Parlement, et puis en octobre 2024, conseiller communication et presse au cabinet du ministre de l'Intérieur. Plus de 20 ans d'expérience dans tout ce qui est communication politique, publique, médias. En 2021, alors que vous étiez toujours en fonction sur ces postes, vous avez souhaité créer, cofonder une agence qui s'appelle Catane, avec le cofondateur étant un ingénieur. C'est ça. Donc des profils très très différents. Pourquoi avoir souhaité créer cette agence? Alors, en fait, moi j'ai commencé par la communication politique classique, et il y a un point commun quand même avec la communication de crise, c'est que la politique, surtout à droite, en ce moment, c'était une espèce de crise permanente. Donc on apprend, alors c'était une intuition, mais on apprend la réactivité, à travailler avec les médias très rapidement. Voilà, ça c'est très spécifique à la politique. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de domaines, peut-être le sport, où il y a cette telle intensité. Et puis sinon, les crises, attentats, les grosses crises, où il y a des émissions spéciales, ou voilà, les grosses crises. Donc j'avais cette connaissance. Et au ministère de l'Intérieur, ce qui a été frappant, c'était de voir. On a été confronté, on est resté qu'1 an et quelques mois, mais on a été confronté à des énormes crises. Je pense notamment à l'ouragan Chido, l'affaire Philippines. Et donc j'ai vu les forces de sécurité, alors avec là les moyens de l'État, donc c'est très différent de la communication d'entreprise ou autre, mais n'empêche que en sortant, alors moi on avait au départ monté ce cabinet pour aider les élus dans leur communication, et les groupes politiques, les partis politiques. C'était le truc de départ, avec une forte dimension technologique. C'est pour ça qu'on s'est associé avec un ingénieur. Et tout s'est accéléré ces dernières années avec l'arrivée de l'IA générative. La technologie qui arrive et qui est de plus en plus prégnante finalement. Exactement. Au niveau de la communication. On pourra en reparler, mais là, ce qu'on a immédiatement en sortant du ministère de l'Intérieur, c'était immédiat, je me suis dit, il faut qu'on crée une offre de gestion de la communication de crise pour nos clients, politiques, dirigeants, d'entreprises, institutions et tout, et appuyer sur des solutions technologiques. Et notamment avec l'arrivée de l'IA, ça nous ouvre un champ. Et donc on a commencé, on a déjà des clients. Et en réalité, on a une offre de communication assez complète qui va de la veille pour anticiper les crises, les signaux faibles, jusqu'à la réaction, et en passant par la simulation de crise pour préparer nos clients. Et l'IA nous offre aujourd'hui, c'est à la fois, je dis souvent ça, c'est à la fois le poison qui va générer des nouvelles crises, intensifier des crises qui existaient déjà. On le voit bien avec les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont contrôlés par l'IA. Et en même temps, c'est le remède à beaucoup de choses. Voilà. Et vous avez tout à fait raison, et on va revenir sur ce point. Alors moi, ce qui m'intéresse, vous l'avez très bien expliqué, Jean-Baptiste, et merci. Vous étiez un produit, excusez-moi, pur politique. Voilà, c'est ça. Et vous vous êtes dit à un moment donné, de par votre expérience au sein du ministère de l'Intérieur, il y a des situations de crise, il faut y remédier. Alors, les hommes politiques, effectivement, mais également les élus, quels qu'ils soient, et quel que soit le type de collectivité, des régions ou plus petites communes. Alors, j'ai envie de dire, les plus grosses collectivités sont parfois pourvues un peu à l'exercice avec des acteurs qui peuvent aider l'élu à y répondre. Parfois, on peut avoir des interlocuteurs qui doivent prendre la parole et qui malheureusement, et je pense aux directions sécurité-sûreté, qui doivent prendre la parole et qui parfois sont un petit peu démunies parce qu'elles n'ont pas cette capacité, ou du moins n'ont pas été formées pour prendre la parole, même si de plus en plus aujourd'hui, c'est
c'est quelque chose qui leur est demandé ou qu'ils souhaitent, justement, vers lequel ils souhaitent se tourner. Est-ce que vous avez des faits marquants, sans citer les noms, oui. parce que voilà, j'imagine qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais dans un cadre plus général où finalement, oui, vous vous êtes rendu compte, vous vous êtes dit sur le terrain, bah oui, finalement, telle personne a employé tel mot, parce que parfois il suffit de pas grand-chose, d'un mot, d'une mimique, puisque le corporel joue aussi énormément sur la communication de crise. Est-ce que vous vous êtes dit par moment, oui, effectivement, cette personne aurait besoin d'être accompagné? Alors, au ministère de l'Intérieur, ce qui est frappant, c'est que l'État est quand même très fort. On a encore un État puissant et on a des préfets d'excellente qualité dans la plupart du temps. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a interpellé, c'est que par exemple, je prends un exemple, mais au ministère de l'Intérieur, il y a des outils de veille qui sont des outils gouvernementaux. Il y a beaucoup de moyens quand même qui sont mis au service de l'anticipation de la crise, de la détection des signaux faibles et tout ça. Mais c'est des moyens humains. Et qu'aucune entreprise ne peut se payer, évidemment. Ça demanderait des collaborateurs. Et donc, la technologie vient pallier un peu ce déficit de moyens. Moi, j'ai un exemple en tête que j'ai vécu au ministère de l'Intérieur le premier jour de mon arrivée. On arrive le lendemain, on découvre le cadavre de Philippine est découvert. Il y a la traque qui commence. Alors, les médias le savent pas encore, qu'en fait, il est suivi, quoi, jusqu'en Suisse. Et nous, on est au milieu de ce truc-là. Moi, je n'ai même pas défait mon carton. Enfin, on est vraiment, on vient d'arriver. Et alors, évidemment, une avalanche, moi, à mon poste de sollicitation médiatique, c'était de l'ordre de plusieurs centaines, voire milliers de messages par jour. Et là, il y a un préfet qui m'appelle. Je ne sais même pas comment il a eu mon numéro, je venais d'arriver, l'État est bien organisé comme. Donc il m'appelle et il me dit, donc rien à voir avec l'affaire Philippine, et il me dit, je suis dans une école, je ne vais pas citer la ville, même si vous vous en douterez quand je vous raconter l'histoire, il y a eu des tirs dans les fenêtres de l'école pendant la nuit, sans doute du petit calibre, les parents ne veulent pas que leurs enfants rentrent à l'école, les maîtresses, enfin les instituteurs veulent que ça reprenne. Je suis dans l'école, il y a BFM devant, je vais sortir, je ne peux pas les esquiver. Qu'est-ce que je dis ? Et là, vous devez prendre une décision parce que il faut donner une parole politique. Vous n'avez pas le temps d'aller voir le ministre pour lui demander qu'est-ce que... Et c'est encore pire de ne pas parler. Donc voilà, donc il faut prendre des décisions. Mais évidemment, il y a des préfets qui sont plus ou moins rompus à l'exercice des préfets. On travaille avec les services de communication de la gendarmerie, de la police. Et maintenant, c'est quand même très bien rodé. Il y a des porte-paroles sur les plateaux, tout ça est très bien rodé. Suivant les cultures de chaque maison d'ailleurs. Mais en réalité, ce qui est certain, c'est qu'on n'est jamais complètement préparé à la crise parce que les crises sont toujours différentes. Et quand vous envoyez des agents à Mayotte qui vont découvrir une horreur en arrivant, ils ne sont pas prêts, personne n'est prêt à ça. Mais le vrai travail, à mon avis, c'est la capacité aujourd'hui de l'État et de tous les acteurs qui peuvent être soumis à des crises, à anticiper ces crises. Et là, l'IA est très intéressante, c'est qu'elle l'aide, elle a une imagination plus forte que la nôtre à envisager des crises. Nous, on fait ça pour nos clients, et suivant les clients, l'IA propose des scénarios de crise qui sont à la fois très réalistes, très complet, et ça permet de rassurer le client ou le DIRCOM ou les porte-paroles et de les préparer. Souvent, Jean-Baptiste, alors c'est ce que vous dites, hein, parfois, alors en dehors de l'État qui est très bien organisé, nous l'avons compris, parfois la désorganisation peut être un peu fatale quand même, dans certains endroits, et on a besoin, et justement ce qui manque. Alors là, d'un côté, il manque les 14 minutes, mais j'ai envie de dire de l'autre côté, et ça, vous avez quand même un point commun, c'est l'anticipation, comment mieux anticiper, comment gérer. D'une part, par une formation donnée, mais aussi quelque part, c'est la même chose pour vous, ça va être de la formation, de la sensibilisation sur cette communication de crise, et puis aussi, vous allez plus loin, puisque grâce à l'IA aujourd'hui, vous allez pouvoir faire une cartographie des risques et anticiper. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable, que ce soit pour des organismes publics ou privés, d'injecter dans l'IA la culture de l'acteur. C'est-à-dire, par exemple, si on faisait l'exercice pour la gendarmerie et la police,
que doit-on dire dans telle situation, l'IA ne proposerait pas les mêmes choses parce que c'est pas la même culture, à condition évidemment de les avoir entraînés avant. Et c'est nous ce qu'on fait, et c'est d'abord fascinant de la vitesse à laquelle ça progresse, parce que là on se parle, il y a encore des choses qui sont, mais on sait que c'est une histoire de semaines. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se dit ah ouais l'IA est pas très performante, en fait vous allez prendre un café et en revenant elle l'est déjà plus quoi. Donc et moi j'encourage beaucoup nos clients à se tourner. Alors il ne s'agit pas de remplacer l'humain, ça c'est vraiment un truc que mon expérience a montré, c'est qu'à l'arrivée, comme de toute façon il y a une responsabilité. C'est un outil complémentaire. Oui, et puis il faut que l'humain garde la main sur tout, parce que à la fin c'est pas l'humain c'est pas l'IA qui va être comptable des décisions, hein, c'est l'humain. Donc, mais si vous l'utilisez correctement, un peu comme un exosquelette qui vous permet d'être plus rapide, plus performant, plus fort, en fait, il n'y a pas de. Et si vous avez réglé les problèmes d'éthique, de souveraineté qui peuvent se poser, en fait, en réalité, la même personne peut faire un travail beaucoup plus efficace. Donc, ce qui est vraiment intéressant, notamment pour les entreprises qui sont confrontées à les crises, c'est qu'elles ont des sujets financiers, budgétaires, de ressources humaines. Et là, en fait, l'IA leur règle quand même un certain nombre de problèmes. On va revenir sur une troisième partie tout à l'heure sur justement l'IA. Doit-on la craindre? Doit-on l'adopter? Et jusqu'où on peut aller? Avant ceci, j'aimerais quand même rappeler, alors tout récemment, vous avez annoncé cette association, ou du moins l'investissement de GIN, qui est un groupe de conseil en communication spécialiste de l'influence digitale et des relations publiques en Europe, qui a investi dans Catane. C'était tout récemment, puisque c'était le 27 janvier 2026. C'est ça. Donc GIN, c'est une très belle agence française qui a 150 collaborateurs et qui a la particularité, qui était déjà une particularité chez nous, de faire du conseil outillé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agences en Europe et ailleurs qui vendent du conseil pur, c'est les fameux slides que les ministères achètent des millions, qui vendent du conseil. Et nous, notre intuition de départ chez Catane, comme GIN, c'est de dire il faut quand même. Aujourd'hui, on ne peut pas vendre du conseil comme il y a 20 ans. Par exemple, la veille, c'est très différent si vous avez une veille qui est purement presse, que si vous avez une veille profonde avec de la technologie pour aller chercher dans la profondeur des réseaux sociaux. Voilà, et ce qui est vrai de la veille est vrai pour la crise, est vrai pour les campagnes. La technologie permet quand même... là, aujourd'hui, les entreprises, notamment sur les crises réputationnelles, quasiment 90% naissent et vivent depuis sur Internet. C'est très rare que les crises prennent d'un article, j'en sais rien, dans Le Monde, dans Le Figaro. Maintenant, c'est quasiment industriel et elles sont fabriquées parfois par des adversaires, des concurrents. Et donc, si vous n'avez pas cet aspect technologique déjà pour voir la crise arriver, pour la traiter, voir comment bien la traiter et ne pas être démuni au moment où il faut la traiter parce que vous n'avez pas de réseaux sociaux, parce que tout ça demande un accompagnement plus profond que le simple conseil. Et c'est ce que vous pouvez apporter aujourd'hui à des entreprises qui finalement n'ont pas les moyens, comme vous l'expliquiez, qu'à l'État pour pouvoir avoir une veille très conséquente. C'est ça. Alors certains gros groupes en ont déjà, mais peut-être une veille aussi plus traditionnelle, on veut dire, et vous êtes disruptif sur la manière de réaliser cette veille. Nous, on fait ça, par exemple, déjà, GIN fait ça pour une grosse entreprise de transport français, de transport ferroviaire, pour ne pas la citer, qui est confrontée à des crises réputationnelles quasiment quotidiennes. Oui. Et c'est vraiment en allant chercher la veille, et puis surtout en faisant des recommandations immédiates. C'est-à-dire, l'IA, grâce à l'IA, il y a de l'humain derrière, bien sûr, mais l'IA fait des recommandations de réponse, de non-réponse, en fonction des crises, quoi. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Alors il y a de l'humain derrière, j'aime beaucoup ceci parce qu'on ne cesse de le répéter et de le répéter notamment sur ce plateau. Alors justement Laurent, là l'humain on y est, alors on est beaucoup moins sur de l'IA, on est sur des technologies, on va dire, j'allais dire à l'enseigne, mais qui font leurs preuves et bien physiques. Vous avez commencé à nous dévoiler un petit peu ce fameux porte-manteau. Alors déjà, comment ça fonctionne? Très simplement. C'est un point clé du produit.
Le porte-manteau, il présente plusieurs avantages. Un, évidemment, il a la fonction du quotidien. Il est designé et il est au plus près du poste de travail du collaborateur qui est en contact avec le public. Et puis, il a 2 valeurs ajoutées de sécurité, qui est une alerte qui va pouvoir être déclenchée et qui va simultanément donc déclencher une alarme auditive et visuelle. Et puis, il a une fonction escamotable. Donc, si les conditions l'imposent, vous n'avez pas d'autre choix que de vous interposer au fer écran face à l'agresseur, eh bien, vous avez, avec une action musculaire simplement, la possibilité de sortir cette perche, qui devient une perche écran, qui n'est ni piquant, ni coupant, ni tranchant, ni perforant, encore une fois, qui n'est pas une arme, mais qui vous permet, de déstabiliser spatialement l'adversaire, de garantir une distance de sécurité pour faciliter votre extraction. Donc, c'est effectivement un produit du quotidien. On est dans du mobilier urbain à usage Bien mixte. sûr. Oui. Une nouvelle catégorie, effectivement. Aujourd'hui, en termes de concurrence, on est quasiment sans concurrence sur la typologie du produit. D'accord. Par contre, on amène à l'ensemble de nos collaborateurs qui sont exposés, puisque on connaît la problématique de la simultanéité de l'agression. On a de la prévention, de la détection, de l'intervention, mais au milieu, encore une fois, on peut être exposé à tout moment. Eh bien, on a une réponse qui en plus peut être proportionnée, graduée, en fonction de la typologie, de la situation générale. Vous avez déjà des clients, vous pouvez donner telle catégorie d'acteurs qui sont plus particulièrement aujourd'hui attentifs à ce type d'objet? Ça concerne tout le rayonnement global. On a un grand compte qui est déjà identifié, on a des administrations, on a des commerces, des entreprises. Bien sûr. Les préventes officielles vont démarrer dans un mois, et donc la validation des accords verbaux vont être officiellement signés le mois prochain. Très bien. Donc c'est tout proche effectivement. Donc pré-commercialisation pour mars 2026. On y est et on suivra ceci de près avec plaisir. Vous vous êtes associé aussi à des partenaires. Oui. C'est effectivement une société récente. On a 1 an d'existence. Pour autant, il y a eu 1 an et demi d'R&D avant. Exactement. Donc, on a 2 années et demie de recherche et développement. Aujourd'hui, c'est validé, c'est sécurisé. Encore une fois, on commercialise sous peu. Premier niveau de partenaire, ce sont mes associés, mes actionnaires. Il y a une première levée de fonds pour l'histoire qui a été faite fin d'année dernière, avec des acteurs de la sûreté et sécurité, des dirigeants d'entreprise. Et puis effectivement, j'ai des partenaires là qui sont des partenaires historiques avec lesquels j'ai pu travailler dans le cadre du test du produit. Bien sûr. Et voilà, des partenaires que j'ai depuis maintenant 4 ans, à partir du moment où j'ai travaillé, sorti du service actif et pu faire des formations, essentiellement des partenaires parisiens au jour d'aujourd'hui, puisque c'est mon réseau parisien lié à mes 25 ans en gendarmerie, notamment au niveau de la garde républicaine, qui m'ont fait un maillage. Et donc aujourd'hui, c'est des partenaires qui sont engagés, qui sont pré-engagés sur l'achat, et puis la vente va s'opérer et la formation de leurs collaborateurs également, est qui est essentielle. Alors je le rappelle, vous le précisez bien, vous le soulignez bien. Alors à la fois vous avez un engagement éthique et puis surtout il faut rappeler que on est sur un produit non létal. Très important de le signifier. Vous avez une politique RSE et éco-responsable qui pour vous est très importante, avec une conception du produit éco-responsable. Je rappelle que tout est fabriqué en France, en Lorraine plus particulièrement, ce qui est un point important. Dans la prospective, vous me signifiez en préparant l'émission que l'idée c'était d'aller vers des propositions face à une demande croissante de solutions non létales, d'avoir effectivement d'évangéliser et d'aller toujours plus loin dans des propositions de solutions, à la fois, je le précise bien, de formation, mais aussi de produits non létaux. Exactement. On imagine très clairement que effectivement cette gestion des 14 minutes va générer des besoins. Là, on ouvre une brèche. Aujourd'hui, on ne vend que des moyens de fortune. Là, aujourd'hui, on va proposer sur le marché quelque chose qui répond immédiatement à la problématique de l'instantanéité de la réponse. Ne plus les démunis, faire face
avec une solution à plusieurs niveaux d'intervention. Donc évidemment, on anticipe ce déploiement, cette nouvelle catégorie d'objets. Et puis, bien évidemment, il faut l'accompagner. Il faut mettre en œuvre à la fois la production qui va être proportionnée à la demande, le nombre de produits que vous commercialisez directement ou vous passez par des distributeurs, des sites directement, dans un premier temps. Notre cible B2B exclusivement. Le B2C vient dans le deuxième temps. On est sur une V1 qui est effectivement déjà très aboutie. On a une V2 dans le pipeline au niveau recherche et développement. Et on va vendre en direct avec le département commercial grand compte dans un premier temps. Et puis après, effectivement, on pourra travailler avec des distributeurs quand la production sera massifiée et qu'au niveau des gaps financiers, on pourra avoir un petit peu plus d'oxygène. Et vous tenez vraiment à le souligner, Laurent, vous êtes là pour les 14 minutes que nous avons évoquées en début d'émission et en aucun cas vous n'êtes là pour remplacer les forces de l'ordre, vous êtes là pour le moment justement où il y a ce vide, cette zone grise, ce moment où il faut parfois pouvoir agir en attendant les forces de l'ordre adéquates qui vont arriver avec les moyens humains et matériels qui vont bien. Vous travaillez beaucoup avec eux ? Oui, oui, je suis toujours engagé dans la réserve opérationnelle, active et réserve opérationnelle. Donc évidemment, les liens sont là, les liens sont forts, et donc on travaille en synergie en permanence. Très bien, merci beaucoup Laurent. Jean-Baptiste, alors on a parlé beaucoup d'IA tout à l'heure, et je vous disais qu'on allait revenir sur ce sujet, parce que c'est un vaste sujet. Vous l'avez commencé à l'évoquer, doit-on servir, jusqu'où on peut s'en servir ? On doit, je crois qu'on est tous d'accord autour de la table, ne pas se cacher les yeux, parce que de toute façon d'autres l'utilisent, et malheureusement, j'ai envie de dire, des personnes mal intentionnées utilisent énormément l'IA. Justement, on le voit aujourd'hui, tout ce qui est sujet d'ingérence, de mésinformation, de contre-information. Comment est-ce qu'on fait avec tout ceci pour dire utilisons l'IA, c'est important, mais en même temps, ne vous inquiétez pas, nous sommes éthiques, nous savons comment l'utiliser, sans que ce soit à votre encontre. Bien sûr. Alors déjà, il y a une question de... Il y a quand même des choses qui nous dépassent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes plateformes qui sont le terrain des principales menaces, elles ne sont pas françaises, sont américaines. Elles ne sont pas gérées suivant des principes qui nous paraissent évidents. Par exemple, le respect de la vie privée. On a vu les polémiques sur l'IA de Twitter là, au moment de Noël. Donc on n'a pas la main sur tout. Ce qui est certain, c'est que, je le disais tout à l'heure, à la fois l'IA permet d'amplifier les crises qu'on connaissait déjà. C'est-à-dire là où avant vous aviez des fermes, on appelait ça des fermes de bots, là, il y a ça à Moscou, des immeubles entiers avec des gens derrière des ordinateurs. Là où une personne pouvait animer 14 comptes, elle peut en animer plusieurs milliers aujourd'hui avec l'IA. Il y a la question des essaims d'IA qui commence à arriver, là où on voit des IA qui ont des comportements quasi humains sur les réseaux sociaux, donc quasiment indétectables, qui se répondent entre elles. Donc ça, c'est une menace. Et puis vous avez aussi un peu l'utilisateur de tous les jours qui va se servir de l'IA pour détruire une réputation, parce qu'il y a une personne qui ne lui revient pas, un dirigeant, une marque. Voilà. Donc ça c'est la menace elle est beaucoup plus importante qu'elle l'était il y a encore quelques mois, parce qu'il y a des technologies qui sont mises à disposition de tous. L'IA est aussi la solution. D'ailleurs, l'IA d'Elon Musk est le bon exemple. C'est à la fois l'IA qui permet de fabriquer des images détournées, notamment on se voit là, maintenant ils ont arrêté depuis le 14 janvier, je crois, mais on permettait de dénuder les femmes. Et en même temps, c'est l'IA qui est sans doute une des plus performantes aujourd'hui pour reconnaître les faux contenus. Donc on voit bien qu'en fait on est encore dans un entre-deux. Je pense qu'il y a un apprentissage collectif à faire de tout ça. Il faudrait davantage réglementer peut-être aussi. Ah, ça c'est sûr, il faudrait davantage réglementer sans
À mon avis, en s'écartant de la tentation, qui est souvent une tentation européenne, de dire on va faire mieux, on va avoir. Mais voilà. Mais si à moins d'interdire les IA étrangères, ce qu'on fera jamais, c'est illusoire. Donc vaut mieux. Il faut réglementer, ça c'est sûr, parce qu'il faut mettre des limites. Après tout, Internet, c'est pas que ça devrait. Il y a des grands débats sur l'anonymat sur Internet, mais là, moi, je suis un libéral. La liberté, ça va avec la responsabilité. Donc, et la responsabilité, ça va pas bien avec l'anonymat. Donc, bon, ça, c'est des grands débats. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire dès aujourd'hui, ce qui est assez simple à faire, c'est d'utiliser à bon escient l'IA, déjà pour détecter les signaux faibles avant qu'ils soient des signaux forts. Pour décrédibiliser les narratifs qui sont le fait d'IA, mais de le faire rapidement avant que ça s'étale. Et puis, par ailleurs, aussi l'IA permet, et d'ailleurs c'est utilisé par tout un tas d'écosystèmes aujourd'hui, nos armées, tout ça, mais permet d'imposer aussi nos narratifs. Je pense notamment sur la défense, les Russes sur la guerre en Ukraine, les Russes utilisent l'IA pour désinformer, utilisons l'IA pour informer. Oui. Donc de toute façon, on doit mener ces guerres-là. Donc, Une toute dernière question, Jean-Baptiste, quel message vous auriez à faire passer à nos abonnés d'Anneau Sécurité, qui sont à la fois des... Alors, on a des institutionnels, mais eux ont déjà en bonne partie les réponses, mais je pense davantage au secteur privé, des directeurs sécurité-sûreté, notamment de grands groupes, qui ont à faire face à ceci, alors pas pour eux-mêmes, mais pour leurs dirigeants, puis les dirigeants de boîtes de sécurité privée, qui aujourd'hui sont concernés également. Appelez-moi déjà. Non, non. Le conseil, c'est il faut. En fait, tout le monde est submergé de propositions ou un peu d'injonctions d'utiliser l'IA et tout. Et on voit beaucoup des gens qu'on approche ou de nos clients qu'ils savent pas par où commencer, parce que effectivement, si vous écoutez toutes les boîtes qui offrent des solutions IA aujourd'hui, vous virez tous vos salariés puis vous mettez des agents IA partout. Ça n'arrivera jamais, parce que l'entreprise, la qualité d'une entreprise, c'est aussi la qualité humaine. Donc, moi, le conseil, c'est de commencer par des choses simples. C'est-à-dire, avant de vouloir, il ne faut pas faire la révolution IA dans vos entreprises, parce que d'abord, socialement, ça peut être violent, et puis par ailleurs, vous risquez de vous planter, de pas trouver les bonnes solutions. Il faut commencer par des choses simples et voir vraiment l'IA. Je vous parlais d'exosquelette comme par exemple l'IA sans que personne ne s'en occupe d'ailleurs, a révolutionné les métiers, beaucoup de métiers du droit, les métiers du développement. Partout il y a de l'intelligence, mais aussi où il y a des automatismes, tout ça. Mais parce que l'IA aujourd'hui permet aux développeurs d'aller plus vite et de faire du travail plus propre. Donc il faut commencer par des petites choses. Comment vos collaborateurs aujourd'hui... De toute façon, là, je parlais à une rédaction qui me disait nous, on n'utilise pas l'IA, on a signé une charte. Tous les journalistes l'utilisent à côté sans le dire. Et parfois, c'est encore pire. Et ça peut être encore pire, parce que du coup, c'est pas sécurisé, c'est pas souverain. Donc, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Pour terminer également, Laurent, un message à faire passer par rapport à aujourd'hui, ce que vous proposez, et à nos abonnés qui vous écoutent attentivement. Oui, donc... le mot de la fin, c'est un mot d'ouverture. Un mot d'ouverture sur la possibilité d'intégration de ce produit qui est une zone grise dans la frise sûreté. La frise sûreté, on a de la prévention de la détection, on a de l'intervention, donc on a de l'amont et de l'aval. Et le cœur du sujet, c'est ne plus être démuni. Donc c'est intégrer ce dispositif et donc évidemment... on fait tout pour pouvoir valoriser la sécurité de nos concitoyens et de nos collaborateurs de manière générale et de façon particulière, effectivement, pour présenter quelque chose qui a du sens, premier temps, qui soit facile d'exécution et qui puisse, dans l'absolu, sauver des vies. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau d'Anneau Sécurité. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission.